La section 3 a une longueur de 2 km 400. Elle relie la gare d'Austerlitz à Saint-Paul, dans le Marais. On traverse la chaussée de la place Valubert. Face à nous, l'entrée du jardin des plantes. Le pont d'Austerlitz sépare le 5e arrondissement de Paris, de ce côté-ci, du 13e, d'où nous venons. Allons rive droite. En avançant sur le pont, on aperçoit le débouché du canal Saint-Martin. Puis le haut bâtiment du centre administratif Morland. Dans le lointain, le centre Georges Pompidou. Le clocher de l'église Saint-Gervais Saint-Protais en restauration. La pointe de l'île Saint-Louis et les 2 ponts de Sully. La ligne des immeubles de l'île Saint-Louis et la silhouette de la cathédrale Notre-Dame de Paris. La tour Zamansky de l'université Paris 6 Jussieu. Un clocheton de l'hôtel de ville de Paris. La tour Saint-Jacques-la-Boucherie. En arrivant rive droite, nous avons réintégré le 12e arrondissement de Paris, quartier des 15-20. Nous arrivons place Mazas, sieur de la Rapée, qui avait fait construire une propriété en amont au XVIIIe siècle. On longe le quai de la Rapée. Nous nous trouvons à proximité du bassin de l'Arsenal qui constitue un prolongement, le prolongement extrême du canal Saint-Martin. Traversons. De cet endroit se détache le boulevard de la Bastille, autrefois rue des Fossés Saint-Antoine. On gagne le parapet du bassin de l'Arsenal. On aperçoit dans le lointain la colonne de Juillet, place de la Bastille. Voici la dernière écluse du bassin de l'Arsenal. Le bassin de l'Arsenal, créé au début du XIXe siècle, a connu un déclin à partir des années 1960. En effet, les écluses du canal Saint-Martin, plus en amont, ne facilitaient pas une navigation très régulière, très pratique. La mairie de Paris a alors décidé de transformer le bassin de l'Arsenal en un port de plaisance, qui est toujours complet. Par ailleurs, les 9000 m² de quais ont été transformés en une sorte de jardin, avec beaucoup de boutiques d'antiquaires et des restaurants. Allons voir ce bassin de l'Arsenal d'un peu plus près. C'est en face du débouché de la rue de Bercy que se trouve l'escalier qui va nous permettre de descendre.
Avec le beau temps, même les immeubles les plus hideux paraîtraient presque beaux. De l'autre côté du bassin, le mur est celui de l'ancienne enceinte du Paris de Charles V. Derrière se trouve le tunnel de la ligne 5 du métro. Le bassin de l'Arsenal remplit le fossé de l'enceinte de Charles V. Au niveau du pont Morland, à l'extrémité du bassin de l'Arsenal, se trouve la 9e écluse qui permet de faire communiquer la Seine avec le bassin de l'Arsenal. Deux possibilités s'offrent. Suivre le quai, directement au contact du bassin, ou également serpenter dans les jardins qui surplombent celui-ci. Possibilité toute théorique car comme le jardin est en travaux, nous n'avons que le choix du quai. Une partie du jardin est restée ouverte. Bignone. Belle vue sur l'autre extrémité du bassin de l'Arsenal. On remarque en particulier la station de la ligne 1 du métro. Et tout naturellement, la colonne de Juillet de la place de la Bastille. On remonte au niveau de la place de la Bastille. À cet endroit, on retrouve le boulevard de la Bastille et l'on voit l'Opéra Bastille. À l'extrémité du bassin de l'Arsenal, on voit l'entrée du tunnel de 2120 mètres qui conduit au canal Saint-Martin. L'Opéra Bastille, une des créations de l'ère François Mitterrand. Nous sommes sur le flanc sud de la place de la Bastille. Vue sur le bassin de l'Arsenal et en contrebas, nous voyons la station du métro. Le génie de la colonne de Juillet a été redoré récemment. La colonne également a été rénovée et le socle est en cours de restauration.
C'est à cet endroit que s'élevait jusqu'en 1789 la forteresse de la Bastille, qui était prison d'État dans les derniers temps. Le comble, c'est que Louis XVI avait pris la décision de la démolir. C'est le peuple finalement qui s'en est chargé. « 150 mètres de large et 215 mètres de profondeur. 11 voies d'importance plus ou moins différentes se croisent ici, ainsi que les 12e, 4e et 11e arrondissements de Paris. L'enceinte de Charles V, qui ceinturait le Paris du Moyen-Âge, passait par ici, avec la porte Saint-Antoine. La forteresse de la Bastille avait pour but de constituer une défense. À l'époque, ce n'était pas une prison, c'était une bastille, dite également bastide. C'est Louis XIV qui a fait abattre tous ces vieux murs, toutes ces enceintes. On est soufflé par la beauté de ce paysage. On revient vers le sud par le boulevard Bourdon. Nous cheminons à présent dans le 4e arrondissement. Côté bassin des Sophoras ombrage la rive. La grue de mise à l'eau a une force de 7,5 tonnes. Nous allons emprunter la rue de la Cerisère. La rue de la Cerisée est ainsi appelée parce qu'elle a été percée en 1544 à proximité d'une allée de cerisiers de l'hôtel d'Étampes. On pénètre ici dans l'enceinte du Paris du XIVe siècle qui comptait 275 000 habitants. Le bâtiment en briques ici date de 1911. C'est une sous-station électrique du métro. Au numéro 10, l'hôtel du financier Zamet, de la fin du XVIe, passé en 1614 au connétable de Lesdiguières et où fut reçu en 1717 le tsar Pierre le Grand. Au numéro 15, la belle façade d'un immeuble du XVIIIe siècle qui abrite la chambre syndicale de l'ameublement. On atteint le boulevard Henri IV. D'un côté du boulevard Henri IV, on aperçoit la colonne de Juillet. De l'autre côté, on devrait voir le dôme du Panthéon, mais il y a tant d'arbres sur le boulevard Henri IV qu'à cette époque de l'année, il est impossible de l'apercevoir. On poursuit dans la rue de la Cerisère. Peut-on faire plus parisien ? À l'extrémité de la rue, un petit bistrot de quartier très typique, avec un toit mansardé. La construction date de la fin du XVIIIe siècle. On s'engage à gauche, dans la rue du Petit Musc. Dans cette rue se trouvait autrefois l'auberge de la Herse d'Or. On s'engage aussitôt à droite dans la rue Charles V. La rue Charles V compte de beaux alignements de façades.
C'est à cet endroit que le roi Charles V avait fait bâtir l'hôtel Saint-Paul. Il délaissait le Louvre pour cette résidence. On s'engage à gauche dans la rue Beautreillis, anciennement rue de la Pissotte. Hôtel de 1640 au numéro 10. Au numéro 8, il reste le portail de l'hôtel de Raoul, aujourd'hui disparu. Une vieille horloge de 1640 est plaquée sur un mur moderne derrière un figuier. Poursuivons dans la rue Beautreillis. La rue Beautreillis aboutit à la rue des Lions-Saint-Paul. C'était l'endroit où était séparé le logis du roi du logis de la reine. Peut-être aussi l'endroit où l'on aboutissait à la ménagerie de Charles V dans l'hôtel Saint-Paul. On tourne sur la gauche. Dans le prolongement, on aperçoit la façade monumentale de la caserne des Célestins, état-major de la garde républicaine. L'endroit remplace le couvent des Célestins depuis 1901. Mais c'est vers l'ouest que l'on emprunte la rue des Lions-Saint-Paul, qui présente une belle unité architecturale. On remarque en particulier les façades des numéros 3, 5, 7, 11. Le numéro 7 est ici inscrit dans un médaillon. Au numéro 11, c'est ici que la marquise de Sévigné, jeune mariée, a habité. Porte numéro 16. Au numéro 18, une grille laisse apercevoir une cour fleurie plutôt séduisante. Belle glycine. On débouche dans la rue Saint-Paul et à l'angle, au numéro 8, la maison porte une tourelle à échauguette. Le quartier Saint-Paul trouve l'origine de son nom dans la chapelle funéraire que les religieuses du couvent Saint-Martial en 632 édifièrent contre leur cimetière, très rive droite parmi les champs et dédièrent à Saint-Paul. Entre les 7 et 9 s'ouvre un passage sous voûte. Il donne accès au village Saint-Paul, pâté de maisons de 60 mètres sur 150 mètres. Et encore un endroit de Paris que je ne connaissais pas. Il s'agit d'un aménagement-réhabilitation réalisé entre 1970 et 1981. De nombreuses cours intérieures communiquent toutes entre elles et avec les rues du périmètre. Elles sont garnies de boutiques variées, d'antiquaires, de salons de thé, de restaurants. Le parcours de ce dédale pittoresque est assez imprévu et plein de charme. La première cour est ornée d'un séquoia. On accède à une deuxième cour. Oui, bonjour.
Endroit calme et pittoresque. Une autre voûte permet de ressortir et nous allons voir la muraille de Philippe Auguste. La muraille de Philippe Auguste, avec notamment une tourelle, s'étend sur une longueur de 90 mètres. Ici, on aperçoit le chevet de l'église Saint-Paul-Saint-Louis. La restauration de la muraille date de 1998. Sur la droite, il y a encore une intéressante petite cour qui s'offre à nous. Il communique avec le village Saint-Paul. Impression d'être à la campagne, dans le sud de la France. Nous ressortons du village Saint-Paul et nous débouchons dans la rue Charlemagne. Au débouché du village Saint-Paul, la rue Éguinard, très courte rue. On l'appelait ruelle Neuf Saint-Paul au XIIIe siècle. Ici, une vieille fontaine. Elle date du XVIIe siècle. Maison à arcades en rez-de-chaussée. Vue pittoresque à l'angle. Dans la seconde cour se cache une modeste maison avec des tuiles plates et 2 lucarnes. La fontaine du lycée Charlemagne date de 1840. Lycée Charlemagne. Empruntons la rue du même nom dans le Marais. Le lycée Charlemagne occupe les locaux de l'ancienne maison professe des Jésuites. Nous croisons la rue Fauconnier. Nous ne sommes pas loin de l'hôtel de Sens. Il faut quand même avouer que cet endroit possède un charme fou. La rue Charlemagne était autrefois un chemin au 7e siècle qui allait de la porte Baudoyer à la chapelle Saint-Paul. Elle coupa l'enceinte de Philippe Auguste par la suite. Elle s'appelait tout d'abord rue des Prêtres Saint-Paul.
On s'engage à droite dans l'étroite rue du Prévost, 1,80 m à 3 mètres de large. Au XIIIe siècle, on l'appelait rue Percée. La rue Percée prit en 1877 le nom de rue du Prévost, du nom de Hugues Aubriot, prévôt sous Charles V, qui avait fait construire la Bastille et qui habitait ici l'hôtel de Marmousset. On débouche rue Saint-Antoine. Elle se prolonge de ce côté par la rue François Miron. Beaux immeubles anciens dans la rue François Miron. Non mais au pire s'il me reste de l'argent après. Nous voici arrivés au terme de la section 3.